Salut à tous! Après House of the Dragon qui a débuté il y a de cela déjà 2 semaines, c'est désormais au tour du Seigneur des Anneaux, les Anneaux de pouvoir, de montrer enfin de quoi elle est capable. Et pour ce faire, Amazon a dégainé du lourd avec 2 épisodes. La suite arrivera au rythme d'un épisode par semaine, comme le veut la tradition. Cette série débarque enfin sur nos écrans alors que ça fait littéralement des années qu'elle est en développement. Après avoir affronté les vents et marées des fans, il est désormais temps de voir ce que la série nous propose, où l'on va revenir sur les grands moments de ces 2 premiers épisodes, avec et sans trop de spoil, parce que forcément vous vous en doutez, vu qu'on a un peu l'histoire dans sa globalité avec les livres, même s'il y a beaucoup d'inventions, eh bien il faudra essayer de se retenir de pas spoiler, et je vous avoue que ça va être très difficile. Je vais donc commencer par une partie globale et une deuxième partie qui sera bien plus centrée sur les épisodes. Du point de vue général, ces 2 premiers épisodes sont introductifs à l'univers, c'est d'ailleurs pour cela qu'ils fonctionnent un petit peu comme un seul et même épisode global. J'ai beaucoup aimé le fait que ces 2 épisodes soient réalisés par le même réalisateur, Juan Antonio Bayona, qu'on avait vu dans plein de films comme L'Orphelinat, Quelques minutes avant minuit ou le récent Jurassic World Fallen Kingdom. En fait, cet épisode 1 et 2, il pouvait se regarder comme un seul et même épisode parce que ça permettait d'avoir une grande introduction à l'univers à travers plusieurs personnages points de vue, une chose qui, je pense, est un petit peu empruntée à Game of Thrones, notamment lors de la première saison où l'on avait plein de points de vue différents, et là ça va être un peu le cas avec le Seigneur des Anneaux, les Anneaux de pouvoir, où l'on aura tout d'abord Galadriel, puis les intrigues autour d'Elrond, d'autres avec les hommes, une autre avec les nains, et enfin les hobbits. On a cette répartition par personnage ou clan ou race point de vue, et je trouve ça assez intéressant à aborder. Il faut savoir que les droits chez Amazon concernaient uniquement les annexes qui mentionnaient le deuxième âge, mais comme il y a tout un prologue qui se déroule bien avant au premier âge et à l'âge des arbres, je me dis qu'Amazon a peut-être réussi à avoir quelques éléments complémentaires dans le deal qui était conclu avec les ayants droit. L'objectif de cette série était de nous faire rentrer à nouveau dans l'univers de Tolkien à travers tous ces personnages points de vue, parce que ça fait depuis 2014, je crois, que date la dernière sortie du Seigneur des Anneaux au cinéma, et là il fallait rassembler les fans et proposer quelque chose de suffisamment rassurant, mais aussi d'intéressant et qui suscite suffisamment la curiosité pour attirer de nouveaux publics. Et en parlant de nouveaux publics, là où c'est vraiment bien, c'est que ces 2 premiers épisodes nous permettent d'avoir des indications géographiques à travers une carte, chose qu'on avait dans le premier Seigneur des Anneaux et un petit peu je crois dans le Hobbit, et c'est pas plus mal là aussi parce que comme la Terre du Milieu est un endroit très vaste, il faut arriver à spatialiser l'intrigue et nous montrer que l'univers est très grand, c'est donc totalement bienvenu que d'utiliser des cartes pour nous montrer que les intrigues des hommes se passent là, les nains ici, les elfes à tel endroit, et enfin Galadriel qui suit sa quête à un autre. Bref, c'était pas mal, car je pense que beaucoup d'entre vous vont avoir besoin de ces informations géographiques pour bien repérer l'histoire. Esthétiquement parlant, je n'ai rien à dire là-dessus, c'est le studio Weta Workshop qui s'est occupé des effets spéciaux, et Weta est une société qui est vraiment incroyable. Ils ont fait les 2 trilogies de Peter Jackson, ils ont fait beaucoup d'autres films aussi. Ces 2 premiers épisodes s'inscrivent dans la continuité visuelle établie par Peter Jackson. On n'est pas totalement dépaysé, loin de là, je trouve qu'il y a une belle continuité qui est faite, que ça soit les villages, les cités elfiques ou la forteresse sous la montagne des nains, toute cette identité visuelle est retranscrite et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant à voir. Des effets spéciaux incroyables, une musique là aussi assez importante, parce que la base de l'univers de Tolkien c'est quand même une musique, la chanson des Valar avec la dissonance de Morgoth qui va décider de faire sa propre musique. D'ailleurs je pense que tout ça se retranscrit dans le générique où l'on a ces grains de sable qui gravitent et qui bougent formant ainsi des anneaux et d'autres figures, et à un moment il y a une figure avec des grains noirs qui vient se mêler aux autres, et cela peut renvoyer à toute la symbolique derrière la musique de la création du monde avec les Valar et Morgoth qui a créé plutôt le mal de son côté. Bref, c'était très bienvenu là aussi, et les spécialistes je pense vont vraiment s'attarder sur déchiffrer tous les symboles qui sont présents dans ce générique. Très rapidement sur les musiques, pour l'instant les thèmes principaux sont très intéressants. La musique de Galadriel est très plaisante à l'oreille, tout comme la musique de Sauron qui est une musique beaucoup plus sombre et maléfique, avec des chœurs graves comme on avait un peu l'habitude de voir dans Le Seigneur des Anneaux avec la musique de Howard Shore. En tout cas pour le moment j'ai beaucoup
beaucoup apprécié ce que la composition de Bear McCreary nous a proposé. Et avec toute cette introduction, que ce soit la musique, les effets spéciaux et l'histoire, il faut que le scénario soit cohérent, et pour l'instant, j'ai pas relevé beaucoup d'incohérences. Certes, il y a une énorme compression de la timeline pour proposer quelque chose qui s'intègre dans une série, mais pour l'instant, les intrigues démarrent lentement mais sûrement, avec pas mal de bases qui sont posées pour poser les enjeux, mais aussi toute la relation duale, opposée ou amicale qu'il y a entre les personnages. Mais en tout cas, il y a pas mal de pistes à explorer et je pense qu'on va avoir de quoi dire, notamment sur l'étranger, mais aussi la curieuse épée que tient le petit Théo. En toute objectivité, j'ai trouvé les 2 épisodes bien fichus, avec un scénario sympathique, une bande-son originale, des acteurs qui se débrouillent, l'univers est globalement respecté, forcément les puristes vont hurler au scandale pour telle ou telle chose. Bon, si vous le voulez bien, on va maintenant passer dans la partie spoilante, avec une étude beaucoup plus approfondie de cet épisode 1 et 2. Pour ce faire, je ne vais pas aborder uniquement l'épisode 1 puis après l'épisode 2, je vais plutôt regrouper les intrigues par, entre guillemets, personnage point de vue. Je vais éviter un petit peu de faire trop de répétitions parce qu'il y a pas mal de choses à dire et on va voir jusqu'où tout cela nous mène. Allez, let's go! Le tout premier épisode commence avec un gigantesque prologue qui nous permet d'introduire le personnage de Galadriel et son frère Finrod. En tout cas, c'était bienvenu là aussi de montrer un prologue, de commencer par Galadriel parce que ça faisait un petit peu écho à ce que la communauté de l'anneau nous proposait, où c'était Galadriel qui racontait toute la guerre entre Sauron, les hommes et les elfes à la fin du deuxième âge, et là on a plus ou moins le même schéma, c'est-à-dire toute l'introduction avec le côté positif de Valinor et tous les conflits qui ont été déclenchés par la suite avec la quête de Fëanor, mais aussi et surtout les guerres du Beleriand, dans une séquence à laquelle je ne m'attendais pas, c'est-à-dire voir des orques combattre les elfes au sol, mais aussi et surtout des aigles qui se battent contre des dragons dans le ciel. C'était totalement bienvenu et ça permettait d'avoir cet aspect de gigantisme qui nous rappelait là aussi le tout premier prologue de la communauté de l'anneau, où l'on avait des armées immenses qui s'affrontaient au pied de la montagne du destin. Et toute cette histoire de prologue était là pour introduire le fait que Finrod, le frère de Galadriel, a été tué par Sauron lorsqu'il était retenu prisonnier, et j'ai beaucoup aimé le fait que Galadriel prend la quête de son frère au premier degré et qu'elle va essayer de se mettre en chasse de Sauron, l'ennemi ultime à abattre après la défaite de Morgoth au premier âge, et j'ai trouvé ça plutôt pertinent parce que il y avait aussi cette rivalité entre les deux personnages dans les 2 trilogies de Peter Jackson, même si elle était relativement effacée, peut-être allez, un petit peu avec le dernier film du Hobbit où on avait le Conseil Blanc qui affrontait Sauron dans la forteresse de Dol Guldur, mais là justement c'était pas mal aussi de montrer que Galadriel, eh bien c'est une combattante qui a des convictions et qui veut aller au bout de son idée, parce que le Silmarillion, qui est le livre emblématique de Tolkien après le Seigneur des Anneaux et le Hobbit, eh bien il propose une vision d'une Galadriel assez combattante qui lutte aux côtés des autres elfes, et j'ai trouvé ça très pertinent de montrer cela dans la série. Et à l'inverse de Galadriel, qui est plutôt dans une volonté de quête vengeresse, on a tous les autres elfes qui sont dans une dynamique plutôt de paix et de prospérité, avec le haut roi des elfes Gil-galad qui est incroyable, j'adore ce personnage et l'acteur est vraiment super. Pareil, le fait de voir le jeune Elrond, qui est un personnage qui a besoin de reconnaissance et qui veut chercher sa place dans le conseil des hauts seigneurs, j'ai trouvé ça très intéressant de montrer que ce personnage avait de l'ambition, et le fait qu'il se promène avec cette espèce de sceptre qui représente l'autorité du roi lorsqu'il va être envoyé dans une mission assez importante auprès d'un autre seigneur elfe qui s'appelle Celebrimbor. Et c'est là aussi où la relation entre les elfes est intéressante, on a cette conflictualité entre une Galadriel qui veut poursuivre le combat et un Gil-galad qui ne veut pas et qui lui dit que au contraire le combat est terminé, et j'ai trouvé ça très important de montrer que Galadriel, elle se plie quand même à la volonté du roi, mais elle montre aussi des signes de résistance puisque pour elle le mal ne dort jamais, il attend toujours son heure dans le coin, et elle ne s'est pas totalement trompée parce que le mal va s'éveiller tout au long de cet épisode 1 et encore plus dans l'épisode 2 où là vraiment le mal commence à sortir un petit peu et à pointer son museau. Je passe très rapidement sur le moment de tension avec le troll des glaces qui était une belle séquence de tension où l'on pouvait voir les autres elfes s'opposer encore plus à la quête vengeresse de Galadriel, mais je vais plutôt revenir sur la relation duale entre Galadriel et Elrond. Il y a une espèce d'écoute et de tendresse entre guillemets qui se met en place entre les deux personnages. Elrond est tout à fait heureux de voir Galadriel débarquer, et Galadriel, elle, bon, c'est pas qu'elle s'en fiche un peu, mais presque, mais elle va quand même écouter un petit peu Elrond, et j'aime beaucoup le fait que ça soit Elrond qui se fasse porte-voix du roi, parce que le roi n'ose peut-être pas un peu parler avec Galadriel, alors que Elrond, ben lui, il y va direct, et ça, c'était bienvenu pour montrer le caractère de futur leader du Seigneur Elfe. Cette grande séquence est aussi l'occasion de voir les
décors du Lindon et j'ai adoré ces décors avec les grandes cités elfiques qui débordent de couleurs et j'ai beaucoup apprécié ce sens du détail qu'on peut voir dans l'espèce de cimetière un peu plus tard, mais aussi avec toutes les couleurs qui débordent vraiment de cette cité. Galadriel qui va finalement arriver près du continent de Valinor et j'ai beaucoup aimé le moment où elle avait le couteau dans la main et où l'espèce de servante voulait lui enlever le couteau et on voit qu'elle résiste et qu'elle ne veut pas le lâcher. J'ai trouvé cette séquence très puissante parce que c'est là que Galadriel se rend compte que l'intérêt commun prévaut sur son intérêt personnel et qu'il vaut mieux continuer le combat plutôt que d'abandonner et laisser la Terre du Milieu aux ténèbres. C'était d'ailleurs une séquence très joviale et magnifique, la musique qui permet là aussi d'entraîner tous les elfes vers le continent de Valinor. C'était une très bonne idée de jouer là-dessus pour montrer cette lumière qui vient éclairer et réchauffer les elfes comme s'ils avaient retrouvé le bonheur et cette joie de vivre en quittant la Terre du Milieu et en se rapprochant de la Terre des dieux. Et pendant que Galadriel décide de faire demi-tour, Elrond est envoyé auprès de Celebrimbor. Alors pour ma part, Celebrimbor, j'ai toujours un peu de mal avec cet acteur parce que pour moi j'ai plus l'impression d'avoir affaire à un vieux sage elfe plutôt qu'à un forgeron. Maintenant, à voir comment son design évolue, est-ce qu'il va un peu changer de caractère ou pas. Là, j'ai vraiment l'impression d'avoir un savant qui a une sorte de cabinet de curiosité où il y a beaucoup de livres, des instruments de mesure, le marteau de Fëanor qui a permis de forger les Silmarils. Improbable, je ne m'attendais pas du tout à voir un tel détail là aussi. Donc là, un beau petit clin d'œil à cet univers qui permet d'ancrer encore plus la saga dans quelque chose de cohérent. Et là où c'est intéressant, c'est qu'un tel marteau a permis de créer des joyaux magnifiques qui sont les Silmarils, mais que à travers cette création, ils ont aussi entraîné la perfidie, l'envie et la cupidité de Morgoth, qui a détruit d'innombrables vies en volant les Silmarils et déclenchant par la même occasion les guerres du Beleriand, qui ont entraîné une guerre atroce sur le continent, détruisant même le territoire qu'on peut voir dans une séquence absolument incroyable où des elfes, des orques, des bateaux et des territoires entiers étaient engloutis sous les eaux. Et j'ai beaucoup aimé cette relation là aussi entre Elrond et Celebrimbor, le fait que Elrond soit reconnaissant d'être envoyé auprès d'un elfe aussi incroyable, et en plus le fait qu'il y ait une évocation de Celebrimbor qui cherche à construire une immense forge. Ça c'est un clin d'œil incroyable, mais je vais pas en dire plus pour ne pas spoiler éventuellement celles et ceux qui ne connaissent pas l'histoire. Et pour ce faire, Elrond a l'idée d'aller jusqu'à la cité de Khazad-dûm où les nains vivent sous la montagne, et là je suis assez surpris parce que normalement dans les livres, Celebrimbor a lui aussi une relation assez particulière avec les nains, et là il débarque comme si c'était un inconnu, donc on verra comment cette relation évolue, si les choses que je ne veux pas spoiler seront évoquées ou pas dans les livres, avec normalement la construction de quelque chose qui est iconique pour Khazad-dûm. On verra, il y a beaucoup de questions pour l'instant qui demeurent sans réponse. Et ensuite on débarque dans Khazad-dûm et visuellement c'était super, le fait qu'il y ait cette espèce de miroir qui permet de faire tourner entre guillemets une espèce de soleil dans la montagne, j'ai trouvé ça très intéressant aussi, le fait de voir des barbiers, des forgerons, d'autres qui vont miner, des espèces de wagonnets qui emmènent les richesses vers les montagnes, d'autres aussi qui vont être plutôt dans un rôle de cueilleur. J'ai beaucoup aimé toute cette vie qui fourmille dans les mines Khazad-dûm, mais à un moment, il y a aussi des choses qui m'ont vraiment exaspéré. C'est cette espèce de comic relief avec les nains. Je ne supporte pas ces nains comiques que Peter Jackson avait fait un peu avec Gimli, qui faisait tout le temps des blagues, qui tombait, qui rôtait, qui buvait comme un porc et qui faisait toujours des petites blagounettes sur le fait qu'il était un être de petite taille. Et bien dans le Hobbit c'était pareil, les nains étaient assez cabotins, c'était des blagues, il y avait des paix, ça rigolait. Et là, avec Durin, c'était exactement pareil. D'un côté, il y a une continuité, et ça, je peux pas le nier. Les nains sont assez comiques dans les films de Peter Jackson. Là, ils sont aussi comiques avec la série de Amazon. Mais de mon point de vue, j'aurais quand même préféré avoir des nains beaucoup plus sérieux, plus concentrés et concernés par leur rôle. J'allais dire enfantin, mais c'est presque ça, le fait que Durin fasse la tête à Elrond. Mais alors là, oui, certes, c'est une réaction normale. Mais le fait qu'ils disent, tu dis juste bonjour et tu te casses, après il dit, bon, finalement, tu restes manger, mais tu mouftes pas, bon, finalement, tu t'assois, pour ma part, j'accroche pas. Voilà, c'est juste une histoire de comportement des personnages, j'accroche pas. Comme je vous disais juste avant, je peux pas en vouloir, c'est dans la continuité. Les nains étaient comiques dans les deux trilogies de Peter Jackson, ils sont comiques là aussi, donc on peut pas trop en vouloir dans le point de vue de la cohérence. Mais voilà, j'aurais aimé peut-être un peu plus de sérieux. Après, est-ce que c'est moi qui me fais trop à l'idée que les nains doivent être absolument sérieux alors qu'ils sont là pour apporter une touche de légèreté? Et c'est assez paradoxal parce qu'à un moment, on va voir le roi des nains qui discute avec son fils, le prince Durin IV. Franchement, la discussion était assez sérieuse. Il y a même un
peu de mystère lorsqu'il va ouvrir le coffre et montrer des joyaux qui brillent. Est-ce que c'est du mithril? Est-ce que c'est un Silmaril qu'ils ont retrouvé? Est-ce que c'est une pierre brillante ou des joyaux? On ne sait pas. Il y a pas mal de questions là aussi, donc à voir comment la situation évolue, mais pour l'instant, le caractère comique des nains, pour ma part, ça passe pas totalement. Ça m'a pas convaincu, donc j'attends vraiment beaucoup plus de la suite. Et c'est assez dommage me concernant parce que visuellement, les nains, je les trouve très réussis, que ce soit les costumes, leurs armes, les armures, le visuel de la cité de Khazad-dûm. Donc c'est une petite déception de ce côté-ci. Le plus dur reste à faire et j'espère que la série saura me convaincre et me faire changer d'avis. En parallèle de toutes ces histoires avec les nains, on a aussi le clan des Hobbits Pieds-Velus, qui est un clan qui fait office de ancêtre global de tous les Hobbits qu'on a vus dans les deux trilogies de Peter Jackson, et j'ai beaucoup aimé cette partie, alors qu'à la base, les Hobbits, je veux pas dire que je m'en foutais, mais presque en fait. Le fait qu'ils soient dans la série, j'étais en mode, bon bah, il y a des Hobbits, il y a du comique de situation là aussi, on a été habitué avec les Hobbits, mais les Hobbits, je trouve que ça va beaucoup plus avec leur caractère, à l'inverse des nains. Là aussi, on a toute cette continuité qui est instaurée comme avec les nains qui sont comiques. Et bien les Hobbits, c'est pareil, on a une continuité de légèreté, de douceur, et on a aussi toute cette continuité par rapport à la nourriture, et c'est un thème que j'ai trouvé très intéressant. Le fait de montrer qu'ils sont des cueilleurs, qu'ils vont essayer un petit peu de manger à gauche et à droite, et qu'ils vont être assez gourmands là aussi dans le champ avec les baies et les murs, et bien c'était pas mal. Au final, l'histoire des Hobbits, c'était celle que j'attendais le moins, mais vu que j'en attendais rien, j'ai pas été déçu, à l'inverse des nains, donc c'est peut-être pour ça qu'au final c'est le même ton de légèreté, mais les nains, comme j'attendais beaucoup plus de sérieux, bah j'ai été déçu. Et surtout en fait on voit toute cette hiérarchisation avec les anciens, l'autre qui va essayer de regarder les étoiles, les préparatifs pour le départ parce que ce sont des nomades qui vivent dans des roulottes, et il y a aussi toute cette intrigue autour de l'homme tombé des étoiles, et ça je m'attendais à quelque chose là aussi d'un peu plus subtil, et au final eh bien ça passe, c'est assez intéressant, il y a pas mal de choses à dire, à redire. On ne sait absolument pas qui il est. Au début, il y a tous les codes couleurs qui semblent indiquer que ça serait Sauron, le Seigneur des Ténèbres, qui se réincarne. Mais alors pourquoi se réincarner en tombant des étoiles alors que Sauron, il est sur la Terre du Milieu depuis la nuit des temps? Pourquoi lui faire traverser les horizons et arriver au point de chute chez les Hobbits? Pourquoi ce personnage est relié autant à la magie avec toute cette impression de grandeur? Tous les arbres semblent s'étirer pour avoir cette impression de grandeur et de gigantisme. Eh bien, ça faisait un peu penser à cette séquence où Gandalf faisait pareil pour impressionner Bilbon en lui disant qu'au final il n'était pas venu pour le voler mais pour l'aider. Donc il y a toute cette continuité visuelle entre Sauron avec le code couleur, le fait qu'il serait peut-être potentiellement un ennemi ou quelqu'un de malveillant parce qu'il tue des lucioles. De l'autre côté on a cet être des étoiles un peu bizarre qui parle. À un moment il disait une phrase, on aurait dit qu'il disait mana ou mania, et moi je me suis peut-être dit est-ce qu'il n'essaye pas de dire le mot Maya, parce que les Maillards ce sont littéralement, entre guillemets, je vais schématiser très facilement, la race entre guillemets dont est issu Sauron, Gandalf, Saruman, Radagast, c'est-à-dire des espèces de demi-dieux au service des dieux, les Valar. Donc il y a toute cette question, est-ce qu'il disait bien Maya ou Mana, on sait pas. Il y en a qui ont essayé de déchiffrer les runes et de voir si c'était des runes qu'on avait déjà vues dans l'univers du Seigneur des Anneaux avec Peter Jackson. Bref, il y a beaucoup de questions. Pour ma part, il est clair que ce personnage est relié à la magie. Ça peut être aussi Tom Bombadil. Maintenant, Tom Bombadil, ça n'aurait pas trop d'intérêt de l'inclure dans l'histoire comme ça. Il est présent même avant l'arrivée des Valar et c'est un personnage vraiment à part, Tom Bombadil. En plus, quand il tue des lucioles, ça va pas du tout avec le caractère de Tom Bombadil, donc voilà. On sait pas qui est ce personnage, on va faire peut-être beaucoup de théories à son sujet. En tout cas, c'est clair, il est relié à la magie et il a cette puissance magique en lui. Bref, affaire à suivre. En plus, est-ce que c'est Gandalf ou pas? Gandalf, il apparaît qu'au 3e âge normalement, mais je tiens aussi à préciser qu'il y a une note de Tolkien. Il a laissé sous-entendre que les deux magiciens bleus, Alatar et Palando, eh bien, ils seraient arrivés non pas au 3e âge, mais au 2e âge. Du coup, on peut se questionner légitimement et se demander si c'est l'un des deux mages bleus, ou bien est-ce que c'est Saruman, Radagast ou Gandalf, et que Amazon aurait remanié toute la chronologie pour les intégrer dans l'histoire. Est-ce que c'est Sauron réincarné en un autre personnage? Est-ce que c'est quelqu'un de totalement inventé? On ne sait pas, et pour l'instant, je dois dire que cette partie m'intéresse beaucoup,
parce qu'il y a de quoi dire. Et avant de conclure sur les Hobbits, j'ai beaucoup aimé aussi le fait qu'on retrouve cette sensation de peur de l'extérieur, chose qu'on voyait beaucoup avec les Hobbits, qui n'aiment pas vraiment qu'on bouleverse leur calendrier et leur petit confort, et on a ce personnage de Nori qui est quant à elle beaucoup plus intéressée par toute cette aventure et le monde qui lui reste à découvrir, et j'ai trouvé ça très pertinent de montrer ce personnage qui a des envies d'ailleurs, à l'inverse du reste des Hobbits qui veut plutôt rester dans quelque chose de beaucoup plus cocooning. Une autre partie est concentrée sur le sud avec la région de Tir Harad. On a les elfes protecteurs d'un côté et les humains qui vivent dans la ville de Tir Harad de l'autre côté. J'ai beaucoup aimé cette relation pseudo-conflictuelle entre les elfes et les hommes de l'autre, cette méfiance qui règne, ça montre un petit peu toute cette tension qu'il règne entre les races de l'univers du Seigneur des Anneaux. On a des personnages qui sont amenés à protéger les uns et les autres. Bref, il y a pas mal de choses à dire là aussi et je vais pas trop rentrer dans le détail parce que je veux pas non plus évidemment spoiler ce qu'il risque de se passer, mais il y a pas mal de choses à dire sur ces relations qu'entretiennent les personnages. On y fait la rencontre de Bronwyn qui est une herboriste avec son fils Théo et l'elfe Arondir qui est une sentinelle gardienne de cette région. Et là aussi il y a une multiplicité des intrigues. On a tout d'abord Théo qui va trouver une épée maudite marquée du sigle de Sauron, et là où c'est intéressant aussi c'est que eh bien on ne sait absolument pas de quelle épée il s'agit. C'est vrai qu'une épée brisée avec une lame noire, ça pouvait laisser penser à Anguirel ou Anglakel, l'une des deux épées forgées par l'elfe noir Éol, et il y a Anglakel qui sera récupéré par un humain qui s'appelle Turin Turambar, un héros du premier âge, qui va la renommer Angursang, et je me demandais si c'était celle-ci, parce qu'une épée noire brisée, il n'y en a pas 36, il y a juste celle-là. En plus, Théo, quand il la prend la main, eh bien il y a une plaie qui va saigner, et c'est le sang qui va faire revivre entre guillemets la lame, parce que Gursang, il y a toute cette question autour du sang et l'épée est assez particulière aussi, elle parle un peu entre guillemets dans le livre. On verra comment cette chose évoluera ou pas, si c'est l'épée Gursang ou pas du tout. Il y a aussi beaucoup de questions sur le devenir de Théo, est-ce que cette épée maudite laisse préfigurer qu'il va devenir un Nazgûl ou pas? On ne sait pas pour l'instant, il y a pas mal de questions qui demeurent sans réponse au sujet de cette épée. Et en parallèle de toute cette histoire avec l'épée sombre, on a Bronwyn et Arondir qui vont essayer de trouver des réponses parce que le mal semble s'éveiller à l'est. Et j'ai beaucoup aimé le fait qu'il débarque dans un village qui est totalement abandonné. Ça sous-entend que la menace est en train d'émerger des profondeurs de la terre et que les orques, potentiellement, étaient en train de se cacher sous terre et qu'ils vont remonter à la surface pour terroriser les humains et les autres races. J'ai beaucoup aimé d'ailleurs l'aspect un peu horrifique de cette scène. Ça renvoie là aussi à toute la filmographie de Bayona qui avait essayé un peu de proposer cet aspect horrifique avec son dernier film Jurassic World Fallen Kingdom. J'ai beaucoup aimé ce retour un peu aux sources avec cette caverne, le côté un peu claustro des personnages qui sont retrouvés dans des endroits très serrés. J'ai beaucoup aimé tous ces codes horrifiques, le fait qu'on soit sous terre, qu'il y ait des racines, la torche qui éclaire très peu devant et où on voit des silhouettes avec des reflets et des ombres, le monstre qui ne se dévoile pas totalement au départ et qui d'abord se dévoile avec des mains crochues, le fait que ce soit un orque très primaire, parce que les orques du deuxième âge ne sont clairement pas les mêmes que ceux du troisième âge, qui sont beaucoup plus corrompus, qui se sont reproduits entre eux, qui ont des dimorphismes visuels. Là on a des orques un peu plus brutes et sauvages, chose que j'espère nous allons voir beaucoup plus dans le futur. Et là je reviens sur toute l'histoire avec Galadriel qui après avoir sauté du bateau se retrouve dans l'eau. Il y a aussi ce petit passage un peu entre guillemets horrifique où un monstre des mers va traquer les survivants d'un navire et Galadriel va se lier d'amitié avec l'un des survivants qui est Halbrand, un personnage qui je pense là aussi aura son importance dans le futur parce que à un moment il essaye de prendre l'espèce de pochette qu'il a autour du cou. Je pense qu'il doit y avoir soit des alliances ou un symbole qui renvoie à sa famille et potentiellement que Halbrand a perdu des membres de sa famille et qu'il s'est lancé dans une quête impossible. Donc on verra là aussi de quoi l'avenir sera fait, le fait de montrer toute cette dangerosité de la Terre du Milieu, des océans, le fait qu'il y ait des monstres marins aussi parce que en toute honnêteté je ne me rappelle pas d'une telle mention, pourquoi pas des serpents de mer, donc là aussi une séquence bienvenue qui s'intègre assez bien dans l'histoire et qui fait office de petits moments de tension ma foi fort sympathiques. On verra de quoi l'avenir sera fait pour ces intrigues, comment elles vont arriver à coexister, peut-être même à se confronter, à se rencontrer aussi. Je m'interroge pas mal sur le devenir de celui qu'on appelle l'étranger ou l'homme des étoiles, mais aussi et surtout par rapport à l'épée de Théo. On verra comment tout cela évoluera, et j'espère que la série me fera mentir pour les nains. J'ai vraiment envie d'avoir une histoire sérieuse et non pas des nains qui passent leur temps à faire des blagues. Je reste ouvert, mais voilà.
la méfiance aussi, elle est quand même présente. En tout cas, c'était tout ce que je voulais dire pour ces 2 épisodes. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé. Je pense que je vais revenir sur certains points clés, peut-être des théories sur l'homme météore et l'épée de Théo, parce que pour moi ce sont les 2 éléments les plus importants. On ne sait pas qui est Sauron non plus, est-ce que Sauron est pour l'instant présent? Il y a pas mal de codes musicaux aussi, parce que quand Théo prend l'épée et quand l'épée se reforme, on entend clairement en fond le son musical de Sauron, donc on verra. Il y a beaucoup de questions, mais pour l'instant ce sont 2 épisodes très intéressants, un bon retour en Terre du Milieu, je n'ai pas été totalement dépaysé, au contraire il y a une continuité installée, donc affaire à suivre pour la suite, en espérant ne pas être déçu. Merci beaucoup à vous, et on se dit à très bientôt pour d'autres analyses et explorations de la Terre du Milieu. Salut à vous!